Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Bonjour à tous. Avec Romain, nous avions très envie d'enregistrer une bubble sur le design humain, cet outil de développement personnel à la fois intriguant, passionnant et bluffant. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, nous avons la meilleure. Alors on n'est pas très objectif, mais c'est ce qu'on pense. Maryse Ménech. Bonjour Maryse. Bonjour Lucie, bonjour Romain. Coucou Maryse. Alors Maryse, tu étudies le design depuis 15 ans. Tu es l'une des pionnières en France à t'en servir comme outil de connaissance de soi, de connaissance de son équipe. C'est avec toi qu'on a découvert le design et on est vraiment heureux de t'accueillir sur le podcast. Donc tu vas nous expliquer ce qu'est le design humain, d'où ça vient, à quoi ça sert, à qui ça sert, où ça peut servir. On va parcourir tout ça. Et avant toute chose, Maryse, qui es-tu ? Alors avant, j'avais envie de vous remercier déjà et je me sens honorée d'être là et d'avoir pu vous faire découvrir ce modèle. Vous êtes pour moi le début, j'ai envie de dire, du design humain au niveau des équipes en France. Et à cet endroit-là, vous êtes aussi des pionniers. Et pour répondre à la question qui je suis, j'aurais envie de dire que je suis une chercheuse. C'est ce que je préfère dans mon métier. Et c'est pour ça que ce modèle me passionne, parce que j'adore aller dans les profondeurs. Et je pense qu'on a encore énormément de choses à découvrir de ce modèle et de tout ce qu'il peut nous apporter. Mais au-delà d'être une chercheuse, je suis aussi directrice de mon entreprise et je fais de la formation sur ce modèle notamment. Je fais de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement d'équipe et je sais plus. On peut dire que tu es aussi une maman, tu es en Bretagne pour que chacun puisse te situer. Mais tu fais plein de choses à distance. C'est ça. Je suis en Bretagne, mais j'aime me déplacer et avec cet outil, on peut travailler tant à distance qu'en présentiel. Alors justement, tu as utilisé plusieurs mots, outils, modèles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'est le design humain ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Alors en effet, il est beaucoup plus, on en parle plus comme un outil de connaissance de soi. Et en même temps, quand on l'approfondit, c'est plus un modèle qu'un outil pour moi. Ça veut dire que il représente, on pourrait dire, l'architecture de l'être humain, l'architecture ou l'organisation de l'être humain et de ses talents et de ses potentiels. Et de la même manière, il va nous aider en fait à définir l'architecture d'une équipe, donc de comment les humains vont interagir entre eux. Et plus globalement, pour moi, il nous permet en fait de voir aussi, de voir le fonctionnement du vivant. Et c'est à cet endroit-là que moi je le trouve de plus en plus impressionnant et émerveillant. C'est de nous montrer en fait comment la vie fonctionne et comment nous on interagit avec la vie en fait. Alors, peut-être pour tous ceux qui n'ont jamais entendu parler du design humain, qui ne savent pas du tout à quoi ça ressemble,
Alors bien sûr, il y a plein de manières d'aller regarder sur Google. Il suffit de taper, je crois, design humain gratuit et vous pouvez obtenir votre design humain. Même si une fois qu'on a ce modèle ou cette carte devant les yeux, c'est très compliqué tout seul de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Mais Ouais, t'en fais pas grand-chose, effectivement. voilà, on a besoin quand même d'être formé pour pouvoir ou d'être accompagné pour pouvoir décrypter les choses. Mais est-ce que peut-être tu vois, assez simplement, tu peux nous expliquer ce que tu vois, quelles sont les données dont tu as besoin et ce que ça renvoie, parce que effectivement, si on pousse en profondeur, ça a un lien énorme avec la vie, avec qui on est, avec nos interactions les uns et les autres. Il y a énormément de choses, mais voilà, pour peut-être de manière la plus simple possible pour les personnes qui connaissent pas du tout. Alors c'est vrai que quand tu regardes ta carte de design humain, on pourrait appeler ça une carte, une charte ou un schéma corporel. Au début, tu comprends rien et c'est normal. Euh, ça représente un schéma dans lequel on voit 9 centres qui sont connectés entre eux d'une certaine manière et d'une manière différente pour les uns et pour les autres. Et donc ces 9 centres représentent 9 points d'appui, j'aurais envie de dire. 4 sont des moteurs, 3 sont des centres de conscience, etc. Et dans ces centres, en fait, on va retrouver des petits numéros qu'on appelle des portes. Il y en a exactement 64. Et ces 64 portes, en fait, vont venir définir nos potentiels. C'est comme s'il y avait 64 potentiels et on a chacune, certains potentiels qui sont activés. Et donc, ces activations vont nous donner des capacités naturelles particulières qui nous permettent justement de nous différencier et d'exprimer certains talents en particulier. Donc ça, c'est la première vue qu'on a, en fait, des Avec centres. une modélisation, pardon Maryse, mais qui est, je trouve, hyper intéressante, c'est que les points sont pas placés au hasard. Quand on est sur l'outil ou quand, si certains auditeurs vont faire le test en ligne, enfin pas le test, mais la modélisation en ligne, en fait, on voit une personne sur un calque qui est finalement en tailleur, et donc on a une répartition de ces points qui vont presque de haut en bas ou un peu alignés, une forme d'alignement de chakra. Donc on a des points qui sont plutôt vers la tête, d'autres plutôt vers la gorge, d'autres plutôt vers le cœur. On a, tu vois, ça représente, il y a aussi une connexion un peu aux organes vitaux Bien sûr. du corps humain. Donc c'est pas des points qui sont interconnectés avec une constellation et basta. C'est aussi très connecté, comme tu le disais, à un modèle vivant qui est notre mode de fonctionnement corporel. Ouais, tout à fait. Et comme on a au niveau physique une organisation particulière, on a chacun 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles, on a chacun un foie, une rate, un cœur. Et ben en fait, ce modèle, il se calque là-dessus. Et en effet, les centres sont rattachés à des organes biologiques et on retrouve au niveau des relations entre les centres, ce qu'on appelle des canaux. On va retrouver justement les méridiens de la médecine chinoise, on va retrouver la science des chakras. On a justement dans ce modèle une synthèse ou plutôt une relation entre différents modèles déjà existants. Ça veut dire que le design humain fait le lien en effet entre les méridiens, la science des chakras, l'astrologie, la science du Viking, la génétique, l'astrophysique, la biologie, etc. en fait. Donc c'est pas un modèle, c'est un modèle très organisé en fait, qui représente cette architecture de notre, j'aurais envie de dire de notre corps énergétique et en lien avec notre corps physique, bien entendu. Ouais, je trouve que tu fais bien de préciser aussi que c'est en lien avec la science. On n'est pas dans un truc un peu ésotérique ou fantastique ou de l'art de la science-fiction ou du gut feeling, des sensations, etc. On est vraiment connecté à de la science et donc à quelque chose de tangible, quoi. Oui, tout à fait. On est connecté à la science, on retrouve le lien entre les 64 portes, donc les 64 potentiels
humain et les 64 codons de notre ADN. Donc tout ça est en lien en effet avec les acides aminés, les protéines, les organes, et c'est là où il y a quelque chose d'absolument merveilleux en fait dans ce modèle. Et c'est à la fois ce qui peut être surprenant quand on n'a pas l'habitude d'utiliser ce type de modèle comme le thème astral ou qui se base sur en fait les mêmes données à l'entrée, c'est-à-dire que pour obtenir son design humain, si vous faites le test sur Google, où vous allez voir, on vous demande votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, et de là vous obtenez votre charte, votre dessin, votre, peu importe comment on l'appelle, en tout cas, toutes ces portes qui viennent montrer les talents qu'on a, les potentiels qu'on a, qui sont là ou qui sont bien cachés, en tout cas, qui révèlent, qui nous révèlent dans notre personnalité consciente et inconsciente, j'ai envie de dire, mais bon, Paris, peut-être que tu l'écriras mieux que moi, puisque je le fais avec mes mots, même si j'ai été formée à bonne école auprès de toi, mais j'ai peut-être pas tout à fait le bon vocabulaire. Ce qui est certain, pour la petite histoire, donc tu le disais un peu dans ton introduction, nous on l'a utilisé. Je pense à contre-courant par rapport à beaucoup de personnes qui vont le faire pour soi et pour mieux se connaître. Nous, le point de départ pour nous a été l'entreprise, puisque Valérie Rodriguez, que vous pouvez aussi écouter sur Tipping Point, avec qui on a enregistré un épisode, nous a accompagné le comité de direction de l'entreprise qu'avait cofondé et qu'a cofondé Romain. Et un jour, elle nous dit, vous êtes prêts et j'aimerais vous présenter un outil qui va venir soutenir la dynamique de l'équipe, la connaissance de vos liens à tous les quatre au sein du comité de direction pour vous permettre de passer encore une étape vraiment dans la dynamique de l'équipe. Et donc, on s'est rencontrés comme ça. Et bien sûr, la manière dont ça s'est passé, si je témoigne, on le fait chacun individuellement avant d'aller regarder les liens 2 à 2 et les liens de l'équipe. Et donc, qu'est-ce que ça donne pour l'équipe. Et donc, c'est assez, en tout cas la première fois, c'est assez vraiment bluffant puisque les données d'entrée, donc je les ai citées, on donne quasiment rien de plus que nos données de naissance. On ne donne rien de plus que nos données de naissance. Et moi, et pourtant, je viens des ressources humaines, je connais beaucoup de questionnaires, de tests de personnalité, pour accompagner et les personnes et les équipes. Et je n'ai jamais été autant bluffée, je pense, de toute ma courte vie jusqu'à présent, d'un outil qui me décrivait aussi bien, de manière aussi juste, aussi vraie, qui décrivait nos relations, puisqu'après on a aussi regardé les relations à deux de manière aussi vraie également. Ouais. Moi, je pense que j'ai été extrêmement bluffée qu'avec si peu de données, on ait des choses qui soient vraiment justes et très précises. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de général où on pourrait se dire oh, ça s'applique un peu à tout le monde. Donc oui, bien sûr, je me reconnais. Voilà ce que j'avais envie de partager. Romain, je sais pas comment ça avait résonné pour toi et Marie, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus. De la même façon, je veux juste ajouter le fait qu'on n'a pas démarré par le design humain. On a démarré par d'autres outils. On avait démarré par le MBTI. Et en fait, on a suivi le même chemin qu'avec le MBTI. C'est-à-dire qu'on a fait notre MBTI en individuel, débriefé en individuel par une coach. Puis, on a fait un MBTI d'équipe pour comprendre la dynamique d'équipe. Et c'est une fois qu'on était en confiance, parce que je pense que tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait d'utiliser des outils de développement personnel, encore malheureusement. On a démarré par ça, on s'est mis en confiance dans le collectif, dans le fait de pouvoir aussi se dévoiler, parler de façon beaucoup plus sincère, avec un outil qui est aussi un outil hyper puissant, qui est le MBTI, sur lequel tu as l'impression quand même
d'avoir une capacité à choisir. Tu te dis, bon, voilà, on m'a demandé ma préférence entre A et B, j'ai choisi B, donc c'est moi qui choisis. Là, dans celui-ci, et c'est en ça que Valérie nous a dit, je pense que vous êtes prêts, c'est on choisit rien, en fait. On choisit rien. Et c'est là où moi je refais le lien avec la science, qui pour moi est hyper important. On n'est pas dans un truc de... c'est pas Madame Irma, en fait, qu'on avait en face de nous. On a des faits scientifiques. Et moi, j'ai souvent... pour illustrer, tu me diras, Marie, si c'est juste ou pas, mais la métaphore de la Lune. Si on est convaincu que la mer, les vagues sont produites par l'influence de la Lune, est-ce que l'influence de la Lune peut avoir une influence sur d'autres choses? Et donc, au moment où on est, dans le lieu où on est, à l'instant où l'on est, on a un alignement des astres, de l'énergie, de l'univers, qui crée en fait quelque chose d'assez unique. Et donc, ça vient s'incarner un moment en nous. Et donc, tu es né le 14 juin, le 15 juin, tu n'auras pas le même design que quelqu'un né le 14, dans la même ville, à la même heure. Et donc, c'est ça qui est assez impressionnant. Et après, je vais pas redire ce que tu as dit sur la justesse, mais ouais, c'est assez scotchant. Nous, Maryse, on se connaissait pas. On a passé 2 heures ensemble sur le débriefing de ma carte. Des fois, je me suis dit, mais est-ce qu'on lui a parlé de moi? Et surtout, on parlait des potentiels, comment dire, conscients et des potentiels inconscients. Il y a aussi la part de beau puis la part d'ombre, en fait. Tu sais, c'est cette part d'ombre, en fait, que tu gardes aussi très souvent pour toi, où tu es à peu près persuadé que personne ne le sait, même si une grande partie du monde a quand même bien vu ta faille. Mais il y en a quand même quelques-unes qu'on arrive à planquer. Là, en fait, Maryse, par le design et la qualité du débriefing que tu fais, parce que ça c'est aussi beaucoup ça, hein, on parle beaucoup de l'outil, mais c'est aussi la qualité de la personne qui va te débriefer et de comment tu vas être débriefé qui donne aussi le potentiel et la puissance de l'outil et de ce que tu vas pouvoir en faire. Tu dis, mais en fait, waouh, elle a spoté le moment où je suis un connard, elle me l'a dit, et en fait, c'est moi, et vraiment, ça, personne le sait, en fait. Je suis le seul à le savoir. Et donc, c'est hyper... Après, c'est comment est-ce qu'on exploite ça? Comment est-ce que par cette faille, en fait, jaillit la lumière, et c'est quoi le potentiel derrière? Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et en dynamique d'équipe, qui était un moment où, je vais pas dire qu'on plafonnait, mais on était dans l'incompréhension de certaines choses, des choses qu'on n'arrivait pas à expliquer, en fait. Dans les relations 2 à 2 ou dans les relations à 4, parce que l'équipe, c'était 4 personnes. Et ben, en fait, ça a mis des mots. Ça a mis des mots. Et puis après, mais ça, tu en parleras aussi, c'est qu'à un moment, quand on se retrouvait parfois à 5 avec la personne qui nous supervisait, à savoir Valérie, on avait des potentiels qui s'activaient, qui n'étaient pas présents lorsqu'on était à 4. Et en fait, on pouvait dire, bah oui, c'est parce qu'on a Valérie qui est là et qui met en place des outils de facilitation de l'intelligence collective, qui crée l'émergence et notre capacité à développer des bonnes idées, des bons projets, etc. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que d'autres potentiels s'activaient. C'était pas que ça. C'est que d'autres potentiels s'activaient. Et en fait, on commençait à toucher notre plein potentiel d'équipe. Voilà, on va arrêter de parler parce que on va faire le podcast c'est tous de les témoigner, deux. mais en fait, je pense que c'est surtout à toi maintenant de nous expliquer peut-être plus en détail le fonctionnement en fait de cette carte. Il y a plein de points sur lesquels il y a de quoi rebondir. En fait, c'est vrai que pour l'aspect scientifique, c'est vrai qu'il y a des forces, des influences, il y a une intelligence qui anime ce monde dont on n'est pas totalement conscient, mais qui nous influence aussi, bien entendu, et que notre point de départ, qui est l'arrivée dans ce monde, justement, il y a un alignement planétaire qui fait qu'on va être différent à 1, 2, 3 minutes près, hein, même, on n'est pas obligé de changer de jour. Et en fait, le design humain met en lumière ce sur quoi les astrophysiciens travaillent beaucoup en ce moment, c'est tout le monde des informations neutrinales ou des neutrinos.
Et c'est ces petits neutrinos, en fait, qui ont encore plein de mystères à révéler, qui ont une vraie influence sur nous. Et on pourrait dire que notre charte, en fait, représente ou schématise notre ADN. Ça veut dire notre unicité, notre singularité et justement nos talents individuels. Et d'ailleurs, juste, pardon Maryse, de te couper une parenthèse, parce que moi, on me pose souvent la question de me dire, est-ce que ça veut dire que tout est écrit? Et tu vois, et ça a un côté effrayant et enfermant de dire, en fait, si tout est là, tu vois, j'ai plus de liberté de choix. Et en fait, non. Enfin, si tu vois, si tu peux juste Oui, bien c'est un préciser. vrai sujet. C'est un vrai sujet qui des fois fait peur, en effet, de se dire: «Bah, ouais, du coup, il y a quelque chose De de figer. fermé, quoi, en fait». Alors que non, j'ai parlé qu'il y avait 64 portes et ces 64 portes, en fait, elles se déclinent, avec ce qu'on appelle 6 lignes, 6 couleurs, 6 tonalités et 5 bases. Ça veut dire 1080 variations des 64 portes. Donc 64 fois 1080, ça fait, bien plus que 64 000 et sur ces 64 000 potentiels, en fait, on en a chacun et chacune 26 d'activés. Ça veut dire que la partie fixe, elle est infiniment petite. 26 sur 65 000 ou 64 000 et quelques. Donc cet endroit, j'aurais envie de dire, de prédétermination est vraiment minime. Mais en même temps, il est fondamental, parce que avoir conscience de cette prédétermination, de cet ADN qu'on porte chacun et chacune et qui est différent de l'un à l'autre, est important parce que justement, le piège, il est un peu dans nos sociétés d'aller dans l'homogène, c'est-à-dire d'apprendre tous de la même manière, de manger tous la même chose, de faire tous la même chose. Et en fait, parce qu'on croit que ça marche pour quelqu'un, on croit que ça va marcher pour nous, en fait. Mais puisque je suis différente des autres, peut-être que ce qui a marché pour l'un ne marchera pas pour moi. Et donc, ça met en lumière une espèce de rareté, en fait, de chacun de nous. Pour moi, c'est ça. Ça veut dire que chacun de nous est unique et rare puisque il y a une toute petite chose à révéler, en fait. Une toute petite chose qui représente des talents absolument impressionnants qu'on a à manifester dans le monde. Donc il y a pas de prédétermination et il y a en effet aussi à voir dans ce modèle-là, il y a une toute petite prédétermination, mais il y a une grande ouverture à l'extérieur. Donc une grande capacité à apprendre de l'extérieur. Tout le monde de l'épigénétique, on va le retrouver dans ce schéma. Nos centres ouverts, donc quand on parle des 9 centres, on en a certains qui sont coloriés dans la charte, qui sont des points d'appui. On les appelle des centres définis. Et on en a d'autres qui sont blancs, qu'on appelle des centres ouverts ou non définis, qui représentent notre ouverture, justement, donc notre capacité à apprendre grâce aux autres à ces endroits-là. Et on va souvent les voir comme des problèmes ou des failles, alors qu'en vrai, c'est une ouverture et une capacité d'évolution absolument incroyable. Et c'est là aussi où, quand on commence à regarder notre carte, eh ben, on se dit, en fait, il n'y a pas de comparaison possible avec les autres. Donc non seulement chacun de nous est rare, précieux, mais aussi incomparable. Sachant que la comparaison est un grand problème, je trouve, de notre société. Je pense que c'est un élément fondamental. Et il n'y a pas de case. Alors c'est pour moi un des aspects que j'adore dans cet outil, c'est qu'il n'y a pas de case. Même si à certains endroits, on va dire, il y a 4 types différents. Oui, ok. Il y a 16 archétypes, il y a 4 domaines d'accomplissement différents. Oui, mais dans la globalité, en fait, il n'y a pas 2 cartes pareilles. Et donc, on est vraiment à une précision, en effet, chirurgicale, comme disent certains, où on n'est pas juste dans 16 profils MBTI, 6 profils Processcom, 4 profils sociaux. On va dans quelque chose de beaucoup plus précis, en effet. Et ça remet pas en question la pertinence des autres modèles, hein, loin de là. Parce qu'on va retrouver la Processcom dans le design humain, on va retrouver les profils sociaux dans le design humain, on va retrouver le MBTI. En fait, ça synthétise en fait tous ces outils. Et c'est là aussi où on voit que cet outil, il est incroyable et qu'il n'est pas farfelu, justement, c'est qu'on retrouve tous les autres modèles et tous les autres outils à l'intérieur. Comme on a retrouvé la science des chakras, comme on a retrouvé les méridiens de la médecine chinoise, et on va aussi retrouver en fait à chaque fois. Et d'ailleurs, j'ai écouté un de vos podcasts sur la théorie U. Mmh. Et ben, du coup,
pas pu m'en empêcher d'aller les mettre en lien avec le design humain. Et donc voilà, c'est ce que j'aime faire moi, c'est reprendre d'autres outils et les mettre en lien pour amener plus de profondeur au design, mais aussi pour enrichir les autres outils. Oui, et c'est vraiment je pense, le point essentiel qui fait que cet outil est assez merveilleux, c'est qu'on se sent, ou en tout cas, il reconnaît l'unicité de chacun. Et ça fait du bien, comme tu le disais, dans un monde où on gomme un peu tout ça, où on voudrait que tout le monde soit un peu pareil, pense de la même manière, etc. Et puisque Romain parlait des relations, j'aime bien aussi illustrer ce qu'on peut vraiment ressentir de manière assez basique, de se dire, là, je suis avec telle personne. Quand on commence à réfléchir ensemble, à imaginer des possibles, à travailler ensemble, waouh, il y a une effervescence magnifique, on a plein d'idées, ça avance vite, etc. Et parfois, on est avec une personne qu'on rencontre ou pas pour la première fois et on se dit, oh, mais j'ai rien à lui dire, le courant passe pas, avec en fait un espèce de jugement qu'on peut avoir de, oh, ouais, c'est pas intéressant, etc. Alors même, toi, ce que tu nous as vraiment montré, c'est que c'est pas, la personne n'est pas intéressante ou c'est pas qu'on n'a rien à dire, c'est que vraiment énergétiquement et nos designs quelque part, je vais encore très mal le dire et tu vas m'aider à mieux l'exprimer, mais sont pas compatibles, ou en tout cas n'allument pas des potentiels intéressants dans la relation, alors même que d'autres relations, nos designs ensemble vont créer des choses assez extraordinaires. Et enfin, sans connaître le design, ça, on le ressent tous de manière assez évidente. Et de voir que quand on regarde sous l'angle du design et quand on étudie les relations, ce qu'on ressent est vraiment lisible quelque part, c'est aussi incroyable. Romain, t'avais... Ouais, en fait, ce que vous avez dit hyper intéressant, c'est dans la relation à deux, parfois, en fait, tu dis, mais non, mais il n'y en a rien à se dire, on n'a rien à faire. Et dès lors que tu viens mettre une autre personne dans la relation, tout de suite, ça s'éclaire. Tout de suite, tu dis, en fait, là, ça devient facile de bosser ensemble. Ou d'être ensemble, et de créer ensemble. Et c'est là où moi, ça m'a été hyper utile de comprendre ma relation individuelle avec les gens avec lesquels j'ai partagé le design et qui m'ont partagé le leur, et de dire parfois la relation à deux est pas terrible. Donc, plutôt que de forcer dans cette histoire-là, allons chercher là où les personnes qui nous permettent d'activer notre plein potentiel ensemble. Et là, ça devient fluide. Et c'est ce que je disais lorsque Valérie venait superviser nos sessions de travail. Par moment, lorsqu'on était à 4, on bloquait un peu sur certains points. Et dès lors, mais sa présence suffisait à débloquer les situations. Et c'est ça qui est là où moi je trouve que c'est hyper impressionnant. Et c'est aussi pour ça que je dis, ne démarrez pas par cet outil-là. Enfin, je pense pas, parce que tu as dit tout à l'heure, ça fait référence aussi à l'astrologie. Alors l'astrologie, tu te dis, ok, je reprends l'expression, c'est Madame Irma qui tire les cartes dans une roulotte, dans une fête foraine. C'est pas le cas. L'astrologie au XIVe siècle était enseignée à l'université. On a un peu oublié ça. Les lumières sont passées par là, des cartes, je pense donc je suis. On se limite à ça et plein d'autres choses. Mais on est sur quelque chose qui est scientifique. Complètement. Alors moi, je dirais plutôt démarrer par cet outil-là. C'est plus rapide. J'ai jamais eu un client qui m'a dit non, ça me parle pas du tout. Et en fait, le mot le plus fréquent, c'est en effet, waouh, c'est bluffant. Et en fait, ça permet justement aux gens de se sentir validés dans ce qu'ils ressentent à l'intérieur, mais qu'ils n'assument pas ou qu'ils n'osent pas en fait exprimer. Donc ça vient vraiment valider quelque chose, et c'est ça qui est bon, et c'est pour ça que je dis souvent que le design humain est thérapeutique, parce qu'il y a un endroit où waouh, j'ai le droit en fait d'être ça, c'est ok pour moi. Donc c'est vraiment un accélérateur en fait, le design humain. Moi je trouve que c'est une rencontre super intime en fait avec soi, et c'est ce qui peut parfois faire flipper.
Là, à un moment, je vais dévoiler une grande partie de mon intimité. Quand nous, on a décidé, toujours pour aller dans le sens du témoignage, quand on a décidé de partager ça ensemble, on s'est quasiment mis à nu, en fait. Et donc, tu partages ce que tu es au plus profond de toi. Et donc, c'est là où le fait de t'avoir eu à nos côtés a été aussi hyper important. Et c'est aussi là la qualité des personnes qui viennent te débriefer l'outil, qui viennent te soutenir dans l'utilisation de cet outil. Mais ça, c'est comme pour tous les outils, mais c'est une rencontre avec soi, quoi. Et ce qui peut parfois faire flipper, hein, parce que on est nombreux à vouloir de temps en temps mettre des parts de nous un peu sous le tapis. Et là, en fait, c'est pas sous le tapis, c'est sur la carte. Hein. Puis ça clignote des fois. Oui, et en même temps, ça amène beaucoup d'humilité parce que on a tous des failles et le design humain, il nous montre en fait des points de difficulté qu'on va avoir à travailler. Il nous montre nos points d'appui, mais il nous montre aussi nos difficultés. Mais justement, pour moi, la personne qui va restituer une lecture de carte ou accompagner une équipe ou un individu doit vraiment prendre du recul sur ces fameuses failles quelque part ou ces fameuses difficultés. Chaque centre, en fait, a des fonctionnements corrects et incorrects, on va dire, dans le soi et dans le non-soi. Et moi, je dis toujours à mes élèves, en fait, c'est pas que la personne est comme ça, c'est le non-soi du centre est celui-là. Ça veut dire on peut se détacher aussi de certaines difficultés en se disant c'est pas que je suis comme ça, c'est que le non-soi de ce centre-là me fait agir comme ça. Et à partir du moment où j'en prends conscience, bah, je peux me détacher et me dire bon ok. Et après, il y a cette part intime, comme tu dis, qui est quelque part la révélation de ton ADN, quoi, de, de, de cette pépite intérieure absolument incroyable qu'on porte tous et toutes. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Lucie, le courant passe ou passe pas dans les relations. En fait, dans la communication, on sait qu'il y a 7% de la communication, c'est les mots, et 93%, c'est le non-verbal, avec les gestes et avec l'intonation. Mais il y a une autre part dont on parle pas souvent, c'est notre champ électromagnétique, en fait, notre champ énergétique. Quand on rentre en interaction avec quelqu'un, la première chose qui rentre en contact, c'est nos champs électromagnétiques. Et donc, certaines choses de moi vont se mettre en lien avec l'autre et vont créer un courant qui va passer. Et c'est ce courant, en fait, quelque part, qui va donner un nouveau potentiel. Donc, dans une relation où on va avoir, je sais pas moi, 7 portes l'une en face de l'autre et qui vont créer ce qu'on appelle des canaux électromagnétiques, donc un courant qui passe, il va y avoir en effet une richesse incroyable. Si dans la relation, il y a rien de nouveau, pas d'électromagnétique, pas de courant nouveau qui s'active, ben on risque de vivre de l'ennui, en effet. Maintenant, ça veut pas dire que la relation est incompatible. Moi, quand on me dit: «Maryse, est-ce que tu peux me dire si je suis compatible avec telle ou telle personne, que je viens de rencontrer?» Non, je vais pas jouer à ça. Je veux pas que le design humain devienne un logiciel un outil d'agence matrimoniale. Par contre, vivez ensemble 1 an et revenez me voir pour qu'on fasse le point sur qu'est-ce qui va pas et comment justement, comprendre chacun et chacune, enfin qui est l'autre en fait, hein. Se comprendre chacun et chacune. Moi, je trouve que c'est d'une richesse incroyable de faire la lecture de 2 personnes ensemble, soit qui travaillent ensemble, soit qui vivent ensemble. Parce que ça permet de connaître l'autre dans un autre endroit que celui qui est révélé ou celui sur lequel on a projeté des choses. Parce qu'il y a l'endroit qu'on veut cacher, mais il y a les endroits où on voit de travers l'autre avec nos propres filtres. Donc ça permet d'enlever les filtres pour regarder l'autre différemment et de le valider dans ce qu'il est au plus profond de lui-même, en fait, au lieu de lui mettre des filtres et des projections. Donc ça, c'est d'une richesse incroyable, même aller regarder le design de nos enfants pour les comprendre et ne pas les conditionner. Waouh! Parce qu'on met des projections sur nos enfants. Donc il y a ce champ électromagnétique qui intervient dans les relations et dans les dynamiques d'équipe. Et en fait, on est, pour expliquer un petit peu, donc sur les relations, je parlerai pas, je reviens un peu en arrière, d'incompatibilité, mais de relations plus ou moins fonctionnelles et plus ou moins électromagnétiques ou en tout cas riches de nouveaux potentiels. Et dans le milieu professionnel, je pense que c'est fondamental d'aller regarder si la relation est fonctionnelle. Voilà.
parce que dans le milieu professionnel, on a envie de fonctionnalité, on a envie que ça marche, ce qui est complètement différent d'une relation amoureuse ou d'une relation amicale. Les enjeux sont pas les mêmes, donc la lecture sera pas la même. Et donc, quand on regarde les différentes dynamiques, on a la dynamique du schéma corporel individuel, on a ensuite la dynamique du schéma de relation, qui est sur la même architecture, de 9 centres et de 64 portes. Et donc, on a un échange d'informations, j'ai envie de dire, direct entre deux personnes, donc on garde le même schéma. Par contre, dès qu'on est 3, en effet, on va rentrer sur une 3, 4 et 5, on va rentrer sur une autre architecture qui est basée sur la structure moléculaire, qu'on appelle la structure du Pinta. Et en effet, et ça explique aussi pourquoi des fois un couple qui s'entend très bien, quand il y a un enfant qui arrive, la dynamique familiale change complètement. Donc on va l'expliquer de plein de manières, mais c'est que l'architecture, l'interaction ou la manière dont le courant circule n'est plus la même. On est sur une autre architecture qui ne prend plus en compte les mêmes potentiels de la personne, qui ne prend en compte que certains potentiels. Et on va avoir des gens qui sont très très bons dans des structures Pinta. C'est vraiment le support idéal pour leur expression et leur accomplissement. Et d'autres qui ne sont pas du tout bons dans cette structure. Donc la structure d'une petite équipe, 3, 4 à 5. Et ensuite, on a une autre architecture, au-delà de 9 personnes, qu'on appelle un WA, qui va encore être organisée différemment et qui est enracinée sur la structure du tableau de Mendeleïev. Donc, on est encore sur quelque chose de très scientifique et qui nous explique comment, justement, organiser les équipes pour créer un puzzle qui fonctionne bien, en fait, et qui est vertueux et qui est, j'aurais envie de dire, expansif, en fait. Donc c'est vertigineux et en même temps impressionnant d'aller voir justement tous ces niveaux de précision. Moi, en effet, Maryse, j'apporte beaucoup dans une petite équipe, comme Valérie qui va beaucoup apporter à votre équipe parce qu'elle a beaucoup de potentiels qui font partie du Pinta. Et ça me permet aussi de comprendre que, par exemple, moi, Maryse, travailler toute seule dans mon coin, c'est pas la meilleure solution pour moi, que je suis mieux dans le groupe ou en interaction avec d'autres personnes. Et donc, ça va permettre de poser les conditions qui vont favoriser l'épanouissement et le fait que la personne puisse mettre à disposition ses potentiels. Et tu vois, quand tu dis dans le groupe, c'est pas forcément dans une équipe, parce que connaissant moi mon design, je suis incapable de bosser tout seul dans un bureau. C'est-à-dire que y a rien qui vient. C'est pas une question de motivation, c'est vraiment, je suis pas dans un état de flow. Mais dès lors que je sors dans un environnement où il y a du monde, un café, un espace de coworking, un open space, dehors dans un parc avec des enfants autour, tout de suite, le champ électromagnétique s'active et donc je deviens fonctionnel. Et ça me faisait penser à quand tu parlais de compatibilité électromagnétique, c'est moi de la CEM, j'en ai fait à l'école par exemple. En école d'ingénieur, t'étudies la capacité d'un produit ou d'un composant à travailler dans son mode de fonctionnement nominal sans avoir des perturbations ou sans même lui-même introduire des perturbations. Donc tu vois, c'est quand même tout ça pour dire que c'est encore très concret. Je suis très attaché à ça. Oui. Et moi, ce qui me percute, je le savais, mais ce que je voudrais encore souligner dans ce que tu viens de dire, Maryse, c'est l'importance, en fait, de ce qui se joue justement dans le groupe. Alors, si je suis dans l'entreprise, on a beau avoir mis les meilleurs processus en place, l'équipe fonctionne parfaitement. Quand on remplace une personne ou qu'il y a une personne qui arrive ou une personne qui s'en va, parfois on comprend pas que d'un coup ça fonctionne moins bien ou qu'il y a des tensions alors que on n'a rien changé. Et en fait, il y a plein de choses qui ont changé et de mettre de la conscience là-dessus peut vraiment débloquer des situations. Tout comme ce que tu as dit, l'arrivée d'un enfant. Pareil, je trouve qu'il y a quelque chose en comprenant le design humain qui vient aussi déculpabiliser, où on se dit mais notre enfant est né, on devrait être les plus heureux avec tout le conditionnement et les croyances même si on est fatigué, tout devrait bien se passer, on a réussi à avoir un enfant, etc., etc. Et parfois, ça va pas du tout. Et
Et il y a cet aspect très culpabilisant, que ce soit pour les parents, pour le couple, pour l'enfant lui-même, de venir déstabiliser tout ça. Et la compréhension justement de ce qui se joue, des rapports, de l'énergétique et du groupe, que ce soit un groupe familial ou un groupe dans l'entreprise, vient quelque part apaiser l'émotion. Je ne sais pas comment le dire et je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui, enlever tout un peu d'émotionnel ou de réaction ou de jugement qu'on peut avoir quand on traverse ces moments-là. C'est vraiment ça. Quand tu dis mettre de la conscience sur, on met de la conscience sur ce qui se passe au niveau qui est invisible, mais qui est là. Encore une fois, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. Et le fait de mettre de la conscience va apaiser le drame, j'aurais envie de dire. Parce qu'en fait, des fois, ça marche pas, on va y mettre du drame et on va chercher soit à se culpabiliser, soit à culpabiliser l'autre, soit à chercher un responsable, en fait, hein. On va très facilement rentrer dans le triangle de Karman, victime, bourreau, sauveur, alors que en fait. Voilà. Cette relation, elle est compliquée à cet endroit, ou cette relation, elle est facile à cet endroit. C'est pas la faute de Pierre ou de Jacques, c'est comme ça, en fait. Et donc, ça apaise. Ça apaise, et là encore, je dis que ça a un effet thérapeutique, en fait. Une fois que les choses, elles sont posées, on se dit: «Bah, oui, voilà». Et en même temps, ça donne des clés pour dire, bah, il y a des solutions. C'est pas, sur une équipe où on voit qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, on a des solutions. On va nourrir les duos, on va recruter quelqu'un. Il y a toujours des solutions. C'est pour ça qu'il y a pas quelque chose de: «Oh attention, on apaise le drame, mais on doit faire avec». Non, il y a plein de solutions. Même dans une famille, quand on voit que le penta familial n'est pas fonctionnel, on va peut-être se dire: tiens, on va privilégier des relations que avec papa, des relations que avec maman, parce que ces relations-là, elles font du bien. Elles créent du courant, donc elles font du bien. Et puis, bah, quand on est ensemble, on sent bien que ça peut créer de la tension, mais c'est pas grave. On va prendre des moments tout seul ou des moments à deux. Ça, c'est un point vraiment important. Il y a toujours des clés, et c'est quelles sont les conditions qu'on peut mettre en place pour que ça fonctionne, tant pour soi que pour le groupe. C'est évident aujourd'hui au niveau de la permaculture. On sait que l'association de légumes et que la richesse du sol va permettre aux légumes de pousser, mais c'est exactement pareil avec les humains. Si on met quelqu'un dans les bonnes conditions, il va pouvoir manifester ses talents. Si on le met dans les mauvaises conditions, voilà, si on met Romain à bosser tout seul dans un bureau tout le temps, ben ça va pas marcher, en fait. Donc ça fait du gâchis. C'est du gâchis de talent humain pour moi quand je vois ça. Mmh. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, on a chacun un environnement particulier qui nous nourrit. On a chacun du carburant, et comme c'est un peu comme si on met du diesel dans une voiture essence, ça marche pas. Bah, pour nous, c'est pareil, en fait. Si on n'a pas les bonnes conditions, on va pas bien marcher. Parce qu'on est électromagnétique, mais on est aussi mécanique, et donc on a tous ces aspects-là à nourrir. Et ce qui vient résonner chez moi, Maryse, quand tu dis ça, c'est que souvent, en tant que parent ou en tant que manager, d'ailleurs, on a cette croyance qu'il faut être très c'est même pas équitable, en fait, égalitaire, c'est-à-dire traiter tout le monde de la même manière, mettre en place les mêmes choses, etc. Et je crois que un des apprentissages aussi du design, c'est de se dire, bah, en fait, les besoins de Mila et de Tom, bah, ne sont pas les mêmes. Et donc peut-être que ce qui convient à l'un ne convient pas à l'autre. Et donc on va adapter par rapport aux besoins de l'enfant ou par rapport aux besoins des personnes qu'on manage. Et c'est pas grave, et c'est justement équitable et pas égalitaire, mais en tout cas, c'est pas grave de poser des cadres ou de proposer des choses qui sont différentes. Et au-delà de c'est pas grave, c'est sûrement nécessaire, utile et parfois salvateur. C'est fondamental. On a un aspect égalitaire dans le fait qu'on a chacun 26 potentiels activés. Voilà. Là, on est égalitaire. Mais ces 26 combinaisons vont donner une infinitude de différences. Et en effet, et on travaille en ce moment là-dessus avec Jean-Philippe, c'est comment créer un management individualisé. Ça veut dire, en fonction de ma relation avec tel ou tel collaborateur, je vais en fait mettre en place ce dont il a besoin pour pouvoir grandir, s'épanouir, et j'ai envie de dire révéler ses potentiels. Et là, ça devient du vrai gagnant-gagnant, parce que ce que veut un manager, c'est que son collaborateur mette à disposition le maximum de ses talents.
Hmm. Oui, juste pour préciser, du coup, Jean-Philippe, qui est aussi un dirigeant assez pionnier dans l'utilisation du design humain en entreprise ou en organisation, et que vous pouvez aussi écouter. Je crois que c'est un des premiers épisodes, enfin parmi les premiers. Épisode 17, ça y est, je viens de le retrouver. Voilà, épisode 17. J'ai envie de Super dire, épisode. on se fait de la super pub. C'est finalement tout se renvoie, mais c'est aussi voilà, c'est comme ça. Moi, il y a un élément que j'ai trouvé d'hyper intéressant aussi sur l'outil. Et moi, je pense souvent à cet outil quand je croise des personnes qui me disent ça y est, je pense que j'ai trouvé ma mission de vie. Ou alors, quelle est ma mission de vie? Je suis en plein questionnement sur ma mission de vie. Et parfois, j'ai envie de leur dire, mais fais le design humain. Fais ton design, en fait. Parce que... et en plus, toi, tu as une approche que j'ai trouvée hyper intéressante dans le fait d'aller explorer cette mission de vie. Tu poses cette question qui est, et que j'ai repris et que je repose maintenant assez souvent, c'est pour toi, de quoi le monde a besoin? Alors, c'est une question qui est pas facile, mais dès lors que tu commences à te lancer dans une explication, et ben en fait, tu es déjà dans l'exploration de la réponse de quelle est ma mission de vie. Tu es dans l'exploration de tes talents, parce que tu viens avec ton prisme et ta lecture, et la réponse que tu apportes, c'est en fait moi, ma contribution. Je pense qu'indirectement, tu viens répondre à cette question de moi, ma contribution au monde, elle est là en fait. Et moi, j'avais trouvé ça assez épatant, parce que tu commences par ça, et après tu dévoiles cette mission de vie. Et mot pour mot, c'était à peu près ce qu'on s'était dit, quoi. En tout cas, ensemble. Et donc, encore une fois, tout n'est pas joué d'avance, mais comme tu le dis, en fait, je crois que cette notion de mission de vie fait partie de ce qui est de plus unique en nous, et donc qui là, pour le coup, est assez encodé dans notre mode de fonctionnement, enfin dans qui on est en fait. Après, on l'exploite d'une façon un peu différente selon la façon dont on a grandi, dont on a été éduqué, etc., etc. Mais est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos sur cette mission de vie? C'est le niveau de structure que je préfère dans le design humain, les missions de vie. Et là encore, j'ai envie de dire, quand on lit une carte, justement, on ne révèle rien. Quand j'ai lu votre schéma, je vous ai rien apporté de nouveau que vous ne sachiez déjà au fond de vous, en fait. Nous, on vient juste valider que oui, ce que tu perçois, ce que tu penses, ce que tu veux, c'est OK quelque part. Et j'aime bien cette question, en effet, parce que je pense aussi que quand on lit une carte de design humain, on ne doit pas être les sachants. Voilà, je vais te dire, petit 1, petit 2, petit 3, qui tu es et comment tu fonctionnes. Mais on doit venir amener de la matière et de la validation là où il y en a besoin. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien que ça soit un échange, une discussion et une résolution de problématiques ou de questionnements, et pas du savoir que j'envoie comme ça. Ça, c'est un peu fondamental. Et donc, j'aime bien, en effet, commencer par ça et poser cette question-là, de quoi le monde a besoin, parce qu'en effet, à 99%, ça va répondre à... Si on accepte de répondre à cette question de manière concrète et pas juste dire le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de quelque La chose de... réponse Miss France. Voilà. Si on accepte de répondre concrètement à cette question, en effet, ça tombe à chaque fois pile poil dans ce que le design humain vient nous révéler de la mission de chacun. Alors la mission n'est pas un métier, parce que des fois on me dit mais quel métier je vais faire? La mission est quelque chose de très large, quelque chose qui nous donne du sens, qui nous tire vers devant, qui parle aussi de nos aspirations, et quelque chose pour moi qui peut tracer un chemin, en fait, de dire ça c'est en accord avec ma mission, donc ça me donne de l'énergie, donc j'y vais en fait. Ça c'est pas en accord avec ma mission, j'y vais pas. Donc ça permet déjà de mettre du sens et, comme je dis souvent, d'essayer de vivre sa mission de vie à 3000% au lieu de la vivre à 10%. La conscience de sa mission permet ça, en fait.
Et après, en effet, j'aime bien dérouler sur, quels sont les talents que tu as au service de cette mission de vie, parce qu'on peut avoir la même mission de vie, mais on va pas la jouer de la même manière. Parce que toi et moi, on a des talents différents, même si on avait la même mission de vie. Et on a en plus un décor de vie, comme si c'était un film. Ça veut dire, moi, je suis dans un film et je vais jouer ma mission de vie dans ce film, avec mes talents à moi. Quand on regarde, en fait, tous les films qu'on nous montre, sur les héros, et cetera, on pourrait, raconter la même histoire à partir de notre design humain. On est chacun le héros de notre vie. On a, des talents particuliers, on a des trésors cachés, on a des atouts, uniques, on a des difficultés à traverser et on a un film qui, va, hem, des fois, j'ai envie de dire, appuyer là où il faut appuyer. Moi, je me rappelle d'un client qui, avait une mission de vie qui parlait de loi et de justice et qui me dit: «Moi, je vois de l'injustice partout». Bah, tant mieux, en fait, parce que si tu voyais pas d'injustice, tu aurais pas grand-chose à faire avec ta mission. Donc notre décor de vie, mine de rien, des fois vient gratter, mais nous donne la possibilité justement d'apporter quelque chose au monde et de contribuer au monde dans ce qu'on perçoit chacun avec justement ce décor de ce dont le monde a besoin et dans ce qu'on est capable d'apporter. Et cette unicité, elle est importante. Euh, alors, depuis tout à l'heure, je repense à euh, moi, j'ai une formation scientifique quand même, j'ai une formation d'ingénieur scientifique. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans l'informatique. Donc c'est très les ordinateurs, c'est très mécanique et en fait, on pourrait dire qu'on est un merveilleux ordinateur, bien plus sophistiqué que ce qu'on a créé. Et je me rappelle d'un consultant qui était venu nous accompagner au changement parce qu'il y avait des modifications dans l'organisation et il faisait pour les managers un accompagnement au changement. Et je me rappellerai toute ma vie de ce qu'il avait dit. Il disait, si vous avez un enfant qui est bon en maths et qui est pas bon en français, faites-lui faire des maths. Si vous avez un enfant qui est bon au tennis dans le revers, mais qui est pas bon de l'autre côté, faites-lui faire du revers. Ça veut dire, faites-le devenir excellent là où il est déjà talentueux, là où il est déjà bon. Et on a tendance dans notre société à faire l'inverse, c'est-à-dire à vouloir développer les endroits où on n'est pas bon, plutôt que de devenir excellent là où on a déjà des talents, en fait. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental à prendre en compte aujourd'hui de quels sont mes talents que je vais mettre au service de ma mission et donc au service du monde et des autres. Et ça nous amène à toute la notion où aujourd'hui on est en train de basculer avant, ce qui était important, c'était les compétences. Et il fallait faire des formations, acquérir des compétences nouvelles. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, au lieu de travailler à développer des compétences nouvelles, il vaudrait mieux prendre appui sur nos talents uniques, ceux avec lesquels on est venu quelque part. Et on le voit, vous qui avez des enfants, on le voit, nos enfants, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de leur apprendre, c'est naturel et c'est ça qu'il faut favoriser en fait pour moi. C'est ça qui est riche de créativité, c'est ça qui va apporter de l'innovation et pour moi, c'est ça qui va pouvoir, amener du nouveau dans le monde en fait. Ouais, donc t'as encore nommé plein de choses, Maryse, différentes et je crois qu'on voit bien là la profondeur en fait de cet outil. T'as parlé de potentiel, de talent, de canaux énergétiques. Là, on était sur la mission de vie. Il y a des aspects de notre personnalité. Enfin, il y a énormément de choses. J'ai passé 8 jours ou 6 jours de formation avec toi et, et je pourrais en passer des centaines de plus encore si je voulais tout comprendre au design. Et à la fois, on peut en avoir une lecture de premier niveau simple aussi pour déjà se familiariser avec l'outil et apprendre pas mal de choses. Donc, peut-être pour les personnes qui auraient envie de découvrir l'outil à titre individuel, dans leur ou à regarder les relations ou dans leurs équipes, qu'est-ce que toi tu proposes, vers qui se tourner? Est-ce que tu peux, tu vois, nous en dire un peu plus pour ceux qui ont envie là maintenant de pouvoir découvrir très concrètement l'outil et de s'en servir? Alors déjà, le conseil que je donnerais, c'est de pas essayer de décortiquer son schéma tout seul. Je pense que le design humain est un art quelque part. Enfin, en tout cas, lire une carte de design humain est un art.
et ça, c'est vraiment un point fondamental aujourd'hui, parce que vous iriez pas acheter un livre d'ostéopathie pour apprendre à vous faire de l'ostéopathie tout seul. Et je pense que vous iriez pas voir un ostéopathe ou un acupuncteur qui a appris dans un livre ou par des vidéos sur Internet. Donc ça, je pense que c'est un élément fondamental et une responsabilité qu'ont les gens qui parlent du design humain, d'avoir été formés, parce que ce qu'on dit à la personne, elle le prend en fait. Et tu disais 6 jours de formation. Moi, je pense que ça fait 15 ans que je me forme à ce modèle et jusqu'à la fin de ma vie, je continuerai à le creuser, à le décortiquer. Ça fait, je passe, je pense, un mi-temps de ma vie à faire ça. Parce que je pense qu'il peut vraiment apporter. Et en tout début d'entretien, tu disais à qui ça sert? Ben à tout le monde en vrai, aux enfants, aux parents, aux équipes, aux managers, à tout le monde. Ça sert à tout le monde. Et souvent, je prends cette comparaison quand on achète un appareil, que ce soit par exemple une machine à laver, un four, il y a un mode d'emploi. Il y a un guide de dépannage et il y a un guide de précaution d'emploi. En fait, pour nous, les êtres humains, on n'a pas de mode d'emploi, en fait. Donc on expérimente, mais je pense que si on avait très tôt un mode d'emploi qui te dit, bah, dans tel environnement, t'iras mieux, sois vigilante à telle et telle chose, tes talents, c'est ça, et ta mission, c'est ça, je pense que ça nous aiderait considérablement. Alors, vers qui se tourner, Maryse? Est-ce qu'on peut t'appeler pour tout? Comment est-ce que tu Oui, vois on les peut m'appeler choses? pour tout. Je fais toutes les analyses d'équipes, de relations individuelles. Bientôt, sur mon site internet, il y aura aussi les gens que j'ai formés. Voilà, mon site internet est en refonte, donc bientôt, il y aura les gens qui sont formés, qui pourront apparaître dessus. Et après, j'aurais pas d'autres conseils à donner, mais en tout cas, vigilance quand même à qui vous appelez, quoi. Ça, c'est important de demander, comme si vous allez voir encore une fois un acupuncteur ou un homéopathe ou un médecin, d'avoir de la sécurité à cet endroit-là. Bien sûr. Et du coup, on le remettra dans le lien de l'épisode, mais ton entreprise s'appelle Atypically, Ouais. si je ne me trompe pas dans la prononciation. Mais on mettra le lien vers ton site et puis tout ça dans l'épisode. Est-ce qu'il y a un dernier élément que tu as envie de partager, Marie, sur le design, quelque chose qu'on aurait oublié, quelque chose d'essentiel? On pourrait en parler encore pendant plusieurs jours, mais si, il y a un élément qui est important pour moi qui amène aussi beaucoup de profondeur ou plutôt qui permet de solutionner beaucoup de choses. On parlait d'une société où on apprend de la même manière, où on mange de la même manière, où on a les mêmes rythmes, alors qu'en fait, chaque humain a des rythmes différents, etc. Il y a un endroit qui est très intéressant aussi dans cette précision qu'il peut apporter, c'est comment, en fait, j'apprends. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'enfants qui ont des difficultés dans le système scolaire. Et on va souvent aller dire que les enfants sont pas adaptés, mais je crois qu'on a beaucoup de choses à revoir dans nos fonctionnements sociétaux pour s'adapter à des fonctionnements cérébraux et à un mental et un cerveau qui fonctionnent différemment de l'un à l'autre. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi, c'est comment construire des outils pédagogiques qui peuvent correspondre aux différents profils d'apprentissage et d'intégration de l'information. Et ça, quand on a des enfants, on se rend compte que c'est important et qu'il y a des choses toutes simples à mettre en place au niveau de l'éducation pour pouvoir. Donc je partage ça. Je me dis s'il y a des profs qui écoutent ce podcast, il y a plein de choses à faire. Contacter Maryse aussi. Bon, chouette. Merci beaucoup, Maryse, pour ce temps passé ensemble, pour cette belle découverte. Outil aussi passionnant qu'inspirant. Moi, je vous invite tous à aller explorer ça. Moi, je vous invite aussi à contacter Maryse directement sur LinkedIn. On remettra ton mail aussi, mais pour aller faire peut-être une première session de découverte, d'approche. C'est 2 heures qui sont, je pense, bien investies. Et
et à toutes celles et ceux qui, en entreprise, se posent la question de comment est-ce que je vais encore un cran plus loin dans mon fonctionnement, dans mon équipe, dans le fait de débloquer les potentiels, et qui ont déjà fait pas mal de choses ou pas. Cet outil-là, avec un bon coach est un accélérateur d'épanouissement et donc de performance. Voilà, et je pense qu'on est très attaché à ça. Donc voilà, merci beaucoup Maryse pour ton temps ce matin à nous parler de cet outil merveilleux. Merci Maryse. À bientôt Maryse. Avec grand plaisir, merci. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt!